Vous savez, je crois que l'absurdité vient de ce que certaines questions, et les principales, les questions essentielles n'ont pas de réponse. Et que le monde continue à se poser. Alors, vous vous rendez compte d'une inquiétude fondamentale. D'où venez-vous? J'en sais rien. Il paraît qu'on vient des mers, qu'on a commencé par être... C'est la Kant. Ce qui fait vraiment des choses qui font rêver. Et qui êtes-vous, alors? Je sais pas, je suis une espèce de machine chimique. Un mélange. Ça fonctionne silencieusement. Et où allez-vous, alors? Ça, c'est le destin. J'en sais rien, moi. Déjà, il faut... Est-ce que vous croyez... Alors là-dessus, les questions annexes. Vous croyez en Dieu, vous croyez en une autre vie, ou bien au contraire, est-ce que... Et puis voilà. Vous avez là des questions essentielles auxquelles on ne peut pas répondre. À partir de ça, il faut vivre raisonnablement. Il faut raisonner justement des choses. Comment voulez-vous qu'il y ait... L'absurdité a toujours existé, de tout temps. Ça fait partie du monde. Ça fait partie de l'étrangeté du monde. Mais je crois qu'au XXe siècle, l'absurde peut se palper. Je crois que c'est pour ça que le XXe siècle, il y a eu le romantisme, il y a eu le classicisme, et puis il y a l'absurde. C'est le XXe siècle. Un amuseur, quel qu'il soit, c'est-à-dire le monsieur qui tout d'un coup fait profession de détendre les gens, parce qu'il n'y a pas assez de sujets amusants. Alors il faut tout d'un coup qu'il y ait des gens comme moi qui en inventent d'autres, pour essayer d'équilibrer, que les gens aient leur content de rire. Bon, alors, je crois qu'il n'y a pas de raison qu'on ne rit pas de l'absurdité. Parce que finalement, l'absurdité, je trouve qu'elle prête à rire. Parce que, quand je dis l'absurdité, je voudrais dire le siècle que nous vivons. Particulièrement à rire. Parce que on riait du temps de Molière. On riait des mœurs des hommes, hein, des travers des hommes, mais d'une autre façon. C'était une espèce de chose très... j'allais dire encore très humaine. Maintenant, on va rire des idées fixes. On ne va plus rire de travers de personnages. Parce que les personnages sont affaiblis. Il n'y a plus d'avare, il n'y a plus de Tartuffe. L'avare, c'est devenu un radin, et le Tartuffe, c'est un petit hypocrite qui ment comme tout le monde ment. Bon. Vous voyez, ça c'est fini. Ça a été magistralement dit, en temps voulu par Molière et par d'autres, mais surtout par Molière. Mais nous, si on veut prétendre faire le même métier, c'est-à-dire continuer d'amuser les gens, il faut qu'on prenne les sujets actuels. On n'amuse les gens que par des choses qui les préoccupent. Vous le savez bien. Ça, Raymond DeVos, c'était il y a quelque temps, à Paris, chez vous, dans votre appartement. Maintenant, vous êtes ici, à Genève, devant notre public. Hein. Voilà. Alors, ce que je voulais vous demander, vous êtes confronté à vous-même. Est-ce que vous avez modifié votre point de vue? Vous êtes complètement d'accord avec ce que vous disiez il y a quelque temps? Oui, je suis parfaitement d'accord. Comment voulez-vous que je change d'idée comme ça en quelques mois? Je change même pas d'idée en quelques années. Alors, j'ai toujours eu les mêmes idées, j'ai toujours eu le même regard sur le monde. Alors, il est toujours difficile de parler du monde, c'est-à-dire de parler des grands sujets, parce que finalement, on est quand même très peu de choses, quoi. Mais il est évident que je crois que maintenant, moi, je ris par exemple, des choses qui vont trop vite. Hein, on va trop vite, on fait tout trop vite. Je le dis dans mon tour, par exemple, que je rencontre dans la rue un monsieur, les gens marchent trop vite dans la rue, et je rencontre un monsieur dans la rue que je connais, je vais pour lui serrer la main, le temps de faire le geste, il était passé. Alors j'ai serré la main à un autre monsieur, qui lui attendait la sienne depuis longtemps, depuis un autre monsieur qui était passé depuis longtemps. Enfin, je veux dire, c'est ça, on assiste à des choses comme ça maintenant. C'est comme, par exemple, le feu rouge. Je suis toujours frappé par le feu rouge, parce que maintenant on marche pas, c'est des clignotants. C'est rouge, je marche pas, c'est vert, je ponce. Alors, ça devient presque des réflexes conditionnés qui peuvent devenir extrêmement dangereux. Alors moi je dis par exemple que j'étais pressé dans ma voiture, j'étais pressé. Alors j'arrive à un feu rouge, le feu était rouge, seulement j'étais pressé. Comme il n'y avait pas de voiture, hop, je passe. Seulement il y avait un agent. Alors l'agent me dit, il me siffle, il me dit vous êtes passé au rouge. Je dis bah oui, il n'y avait pas de voiture. Il me dit c'est pas une raison. Je dis si, parce que quelquefois le feu est au vert, il y a des voitures et je peux pas passer. Alors il est devenu tout rouge.
Hein? Alors je lui ai dit, vous avez le visage en feu. Alors il est devenu tout vert, alors je suis parti. Alors il y a une identification entre le feu et la tête de l'agent. C'est ça, qui devient tout rouge et qui devient tout vert. Après tout, je crois qu'on en est là parce que on finit par ne plus tellement approfondir. La vie, elle est beaucoup plus en mouvement extérieur. C'est une gesticulation, c'est un peu dangereux, hein, mais on n'a pas tellement le temps de... Les gens sont tellement pris par ce qu'ils ont à faire qu'ils n'ont pas tellement le temps de réfléchir à ce qu'ils font. Ouais. Vous êtes sensible aussi à l'absurde de la circulation des piétons, par exemple, dans les villes. Ah ben oui, je parle de ça parce qu'évidemment, je dis que par exemple, oui, par exemple, parce que quelquefois on me dit, mais d'où tenez-vous cette sveltesse? Évidemment, ça prête à rire, forcément. Et je dis que... Alors, on me dit, vous faites de la culture physique, et pas du tout, je fais pas de culture physique, mais je me promène dans la rue aux heures de pointe. Et c'est une culture physique fabuleuse. Traverser la rue, c'est fabuleux, parce qu'on est là. J'y vais pas, j'y vais. Tout travail. Tout ça. Et puis, il s'identifie aux objets, par exemple la valise. Je vous raconte une histoire de valise. Hein. Eh bien, moi, je suis tellement distrait que... Ça m'est presque arrivé sur un quai de gare. J'avais ma valise, j'étais assis sur ma valise. J'attendais le train est arrivé, je suis monté dans le train et j'ai laissé ma valise sur le quai. Et j'aurais pu faire le contraire, j'aurais pu faire monter ma valise dans le train et rester sur le quai. Je crois ça aurait pu se passer comme ça aussi. Parce que la valise, c'est soi, hein. Sa valise, c'est soi. Alors moi j'ai écrit le monsieur qui se prend pour une valise. Parce qu'il y a des gens bizarres dans les trains et dans les gares, ça se dit. Et c'est vrai, moi un jour je monte dans le train, je vais pour mettre ma valise dans le filet, il y avait déjà quelqu'un. Alors je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Il me dit, j'attends. Je lui dis, qu'est-ce que vous attendez? Il me dit, j'attends qu'on vienne me retirer. Je dis, mais qui êtes-vous? Il me dit, je suis une valise. Je dis, vous vous portez bien, vous, monsieur? Il me dit, je me porte comme une valise, j'ai des hauts et des bas, tout ça. Je dis, mais qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes une valise? Il me dit, vous voyez bien mon côté cadre, j'arrive pas à me recycler. Je dis, avant d'être une valise, vous étiez bien quelqu'un. Il me dit, oui, j'étais un voyageur sans bagage. Je dis, alors, il me dit, alors le jour où j'en ai eu assez, j'ai fait la valise. Je dis, quel jour? Il me dit, le jour où ma femme a fait la malle. Je lui dis, vous avez encore de la famille? Ça, il me dit, oui, j'ai une petite sœur. Je dis, je pourrais peut-être la prévenir qu'elle vienne vous chercher. Je dis, pensez-vous, elle n'est pas assez grande? C'est une toute petite valise, il faut la tenir par la main. Alors je dis, qu'est-ce que vous trimballez, mon pauvre vieux? Il me dit que des effets personnels. Je dis, mais enfin, monsieur, vous ne pouvez pas être une valise. Il faut vous ôter ça d'esprit, c'est pas possible. Je dis, vous ne pouvez pas. Il me dit, pourquoi? Je dis, parce que vous n'avez pas d'étiquette. Et il m'a dit, quel ballot je fais. Ça, c'est le genre de comique qui est possible. Moi, évidemment, j'extrapole un peu. Bon, forcément. Bon. Mais c'est possible. Il y a un autre comique aussi qui repose, je dirais, sur des choses infiniment plus graves. Je dirais presque métaphysiques. Vous avez dit tout à l'heure que l'absurde, c'est le fait de ne pas pouvoir répondre aux questions essentielles, notamment à la question de Dieu. Je crois que vous êtes beaucoup préoccupé de Dieu. Vous avez même un sketch où vous imaginez son retour, enfin... Oui, parce que c'est... Oui, ça, c'est parce que je dis que j'ai rencontré Dieu. C'est assez audacieux de ma part de dire ça. J'allais dire prétentieux de ma part, mais c'est... Oui, alors, dans un petit village de Lozère, déserté par les hommes. Vous savez, il y a des villages comme ça où il n'y a plus personne. Et alors, en passant devant la vieille église, je sais pas, poussé par une espèce de force et je suis rentré dans l'église. Et là, j'ai vu une lumière incandescente, insoutenable. Et c'était Dieu. C'était Dieu qui priait. Alors je me suis dit, mais qui prie-t-il? Il prie pas Dieu. Pas lui. Il se prie pas lui-même. Et non, il priait l'homme. Il me priait, moi. Il disait, oh homme, si tu existes vraiment, fais-moi signe. Il doutait de moi, comme moi je doutais de lui. Alors j'ai dit, Seigneur, je suis là. Oh, il a dit miracle. Une humaine apparition. Alors je dis, Seigneur, mais comment pouvez-vous douter de l'existence de Dieu, puisque c'est vous qui l'avez créé? Il m'a dit, oui, mais il y a tellement longtemps que j'en ai pas vu un dans mon église, que je me demandais si ce n'était pas une vue de l'esprit. Alors je dis, mon Dieu, vous êtes rassuré maintenant? Il m'a dit, oui, je vais pouvoir leur dire là-haut, l'homme existe, je l'ai rencontré.
Alors, tout ça, il faut pas prendre ça à la lettre. Ce sont des boutades, c'est fait pour amuser. C'est fait pour... Parce que ce sont des problèmes terribles, les problèmes de l'existence de Dieu, le problème du ciel, le problème de la survie. Ce sont des problèmes très importants. Alors, il faut un petit peu aussi s'en amuser. Il faut s'amuser de tout. Sans ça, c'est pas supportable. Écoutons encore ce que vous nous avez dit il y a quelques mois à Paris. Qu'est-ce que Raymond DeVos? L'inquiétude, finalement, on pourrait presque dire que ce sont les autres. Comme Sartre on disait, l'enfer, c'est les autres. Mais l'inquiétude, c'est qu'on va se frotter à des gens qui ont aussi des désirs. Si quelqu'un veut aller là au moment où vous y allez, vous allez vous bousculer. Vous voyez, je crois que l'inquiétude, c'est ça. Et puis alors, l'inquiétude fondamentale, c'est quand même, c'est la mort. C'est l'issue de la vie. C'est que, un jour, monsieur, il faudra rendre votre âme. Il faudra la rendre. Comme on rend son uniforme quand on quitte l'armée. Pour rentrer, oui, il faudra la rendre, monsieur. On le sait. Et cette inquiétude est essentiellement humaine. Parce que les animaux n'ont pas... Un animal, quoi qu'il pressent la mort au moment où elle vient. C'est quand même, il y a quand même des choses. Mais l'animal ne réfléchit pas. Alors l'animal, le passé, il ne sait pas ce que c'est. L'avenir, il ne sait pas ce que c'est. Il connaît le présent. Or l'homme, vous savez que c'est pour ça que l'homme est difficilement et rarement heureux. C'est que je crois qu'on pourrait dire que le présent, c'est jouir de... Le bonheur, c'est jouir de l'instant. C'est-à-dire, c'est apprécier le moment présent. Or, la plupart des gens n'ont pas le loisir d'apprécier le moment présent. Parce que c'est hypothèque. Ah, ou bien ils se tournent vers le passé, et c'est la mélancolie. Ou bien alors, c'est vers l'avenir, et c'est l'incertitude. De quoi demain sera fait. Et puis, au bout de ça, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on lui promet? Qu'est-ce qu'on lui promet à l'homme? La mort, monsieur. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas une inquiétude fondamentale? Et puis, il y a encore une fois cette espèce de stupeur que peut éprouver quelqu'un, simplement, dans le fait d'exister. Qu'est-ce que vous voulez? Ou vous posez des questions, vous ne vous en posez pas. Si vous commencez à vous en poser, il faut les poser toutes. Or moi, je dis que de constater simplement que j'existe, la curiosité de la vibration de la vie, rien que ça, je trouve ça fabuleux. Je l'explique, je comprends rien. Je comprends pas ce qui m'arrive, ce qui arrive aux autres. Je crois que, moi, quand je rencontre quelqu'un qui vit, j'ai envie de lui dire, qu'est-ce qui vous arrive? Vous vivez. Alors, comment avez-vous pris ça? Comment vous en êtes-vous rendu compte? Et au moment où vous êtes rendu compte de ça, qu'est-ce qui vous a traversé l'esprit? Vous êtes dit, je vis, j'existe, je suis. Raymond DeVos, comment se traduit dans vos créations l'inquiétude de la mort, justement? Ben, j'en parle pas tellement, vous savez, là j'en parle parce qu'on me pose des questions, il faut bien y répondre aussi de temps en temps, même aux questions qui n'ont pas de réponse. Mais la mort, bien sûr, c'est important pour moi parce que ça justifie tellement de choses. Ça justifie le rêve, parce que si on était bien dans la réalité, on n'éprouverait pas le besoin de rêver. Rêver, c'est s'évader de la réalité, là. Et le comique, c'est aussi une évasion. Le comique, c'est une absurdité, c'est-à-dire une irréalité. Et les gens rient parce que tout d'un coup, ils oublient le présent, ils oublient l'instant présent. Oui. On passera tout à l'heure au thème, d'ailleurs, de l'évasion. Oui, mais ce problème de la mort me préoccupe parce que vous en avez parlé. Vous dites maintenant, bon, il faut bien répondre aux questions qu'on nous pose. Mais c'est tout de même une chose qui circule. Oui, c'est un problème. Moi, de toute façon, c'est inéluctable. Alors moi, ces problèmes inéluctables, ils sont inéluctables, alors il faut les admettre. Et je discute pas tellement de la mort. La mort, c'est presque une chose normale de la vie. Ouais. C'est plutôt la maladie qui me tourmente. C'est la douleur. Je ne comprends pas la douleur. Elle me semble inutile. Mettre la douleur sur le dos d'une expiation me semble... C'est quand même... Ça ne s'explique pas bien. Ou l'aliénation. Par exemple, je pense à cet homme qui a perdu la tête dans votre tour. Ah oui. Oui, mais c'est pas... Oui, mais ça, c'est au sens figuré. Ouais. C'est parce que, je dis, c'est parce que vous voulez me le faire dire. J'ai bien compris. C'est parce que, je dis que il y a des gens qui perdent la tête comme ça. Et un jour, dans la rue, je rencontre quelqu'un, il était comme ça, il disait, j'ai perdu ma tête, tout ça. Alors je lui dis, et celle que vous avez dans les mains? Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a dans mes mains? Il me dit, il n'y a pas de tête dans mes mains.
Il dit, vous dites ça pour me rassurer, hein? Mais je ne suis pas dupe. J'ai perdu la tête et puis il faut que je la retrouve à tout prix, j'en ai besoin, tout ça. Alors je dis, mais pourquoi avez-vous besoin de votre tête? Il me dit, pour me pendre. Ah. Je lui dis, vous voulez vous pendre? Il me dit, oui, et je peux décemment pas me pendre sans ma tête. Et vous pouvez toujours vous prendre par les pieds. Ah, il me dit, ça m'est pas venu à l'esprit. Et puis il me dit la réflexion, non, parce qu'on va dire, oui, il s'est pendu par les pieds, mais sa tête court toujours. Je dis, bon, il s'entête, prenons le contre-pied. Et je lui dis, à quoi ressemblait-elle votre tête avant que vous la perdiez? Alors il sort une photo, il me dit, ah ça, monsieur, ça. Ah, je lui dis, c'est drôle, j'ai déjà vu cette tête-là quelque part. Il me dit, ça m'étonnerait, j'y ai jamais mis les pieds. Et puis vous aviez l'air plus grand là-dessus. Il me dit, forcément, j'avais une tête de plus. Et puis vous aviez déjà le regard fuyant. Il me dit, oui, et comme ma tête a suivi mon regard, j'ai perdu de vue. Alors, quand j'ai vu que c'en était à ce degré-là, j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose pour ce malheureux. Alors j'ai sorti un miroir. Un miroir que j'avais dans la poche, comme ça, je lui ai présenté. J'ai dit, dites-moi, votre tête, ce serait pas celle-là par hasard? Oh, il me dit, toute réflexion faite. Il me dit, où était-elle? J'ai dit, elle était sous vos yeux. Il me dit, c'est pour ça que je la voyais pas. Il me dit, monsieur, vous me sauvez la vie, je vais pouvoir me pendre sans arrière-pensée. Alors il a accroché une corde à une poutre, il a fait un nœud coulant au bout de la corde, il a glissé le miroir dans le nœud coulant, il a serré et il a pendu son miroir. Seulement la corde s'est rompue et le miroir s'est brisé. Alors il s'est repris la tête dans les mains. Ma tête! Mais je dis, quoi, vous l'avez retrouvée, votre tête? Il me dit, oui, mais maintenant elle est cassée. Je pense que c'est ça maintenant, le comique maintenant, pour qu'il soit intéressant, il faut, j'en disais 2 mots tout à l'heure, il faut que ce soit, c'est sur les idées fixes maintenant, c'est sur les névroses. Enfin, le comique du monsieur qui tombe, c'est fini. Ça existait, bon, ce comique essentiellement physique, c'est le comique que l'on a toujours connu. Mais je ne pense pas du tout que ce soit le comique de demain. Je pense que même dans quelques années, on ne rira plus du tout à quelqu'un qui tombe. Mais on rira à quelqu'un qui aura une idée fixe, qui dira « je suis en retard ». Oui, monsieur, mais il faut prendre un billet. Mais je suis en retard. Oui, mais monsieur, prenez un billet parce qu'il faut que vous preniez... Je sais bien que je vais prendre un billet, mais je suis... Ouais, une espèce des obsessions, je crois que c'est ça. Je ne dis pas que c'est mieux, hein. Mais je crois qu'on va, c'est ça, on va arriver, D'ailleurs, vous savez bien que le mental, tout de même, est très éprouvé, hein, dans la vie moderne. Très éprouvé. Des fous, il y en a pas mal. Moi, je suis pour la folie, mais pas celle que l'on soigne. Laquelle? Pour une espèce de brin de folie, c'est-à-dire de damer le pion à la raison de temps en temps. Seulement, il faut savoir retomber sur ses pieds. Et vous damez le pion à la raison, disons, à travers des démontages, par exemple, des mécanismes du langage. Enfin, c'est le fond de... Mais vous savez, le raisonnement, c'est quelque chose de fabuleux. Et quelqu'un qui sait raisonner, il peut très bien être dans une position de force tout le temps. Moi, en face d'un agent de police, par exemple, on est parfaitement désarmé. Parce que l'agent de police, il a la loi pour lui, son carnet, son truc... Et il dit, passez-moi vos papiers. Et moi, je trouve ça terrible. Moi, j'ai peur, moi, quand je vois arriver un agent qui... en plus, il prend son temps. Comme les gens forts. Il arrive. Et vous êtes pressé. Vous avez vos papiers. Eh bien, moi, je trouve que ce qui est formidable, c'est lui damer le pion. C'est de dire, de la part de qui? Il dit, de police. Eh bien, je lui dis, je vous crois pas. Puis j'ai l'uniforme, mais justement, il vous va pas. Et petit à petit, on démolit sa puissance par des mots irréfutables. Il faut que ce soit à droit, quand même. Il dit, mais il y a mon portrait, je suis en uniforme. J'ai dit, justement, il vous va pas. Mais c'est ma tête. Mais j'ai dit, elle me revient pas. Et le type, au bout d'un moment, il ne peut plus rien dire. Et à un moment, je dis, alors vous pouvez prouver que vous êtes agent? Il me dit non. Ben, je dis, alors, je vais vous emmener au poste. Et je l'ai emmené au poste. Et le commissaire a dit, encore lui. Votre comique est une arme de subversion, en fait. Ben, je crois que ce genre de subversion, du moment qu'on rit, vous savez, c'est pas dangereux. C'est ça qui est fabuleux. C'est pour ça qu'on devrait rire de tout. C'est pour ça que, moi, quelqu'un qui vient expliquer un programme dramatique à la télévision sans rire, il me fait peur. Un programme électoral,
C'est d'un sérieux. C'est pour ça qu'on n'y croit pas. Comment voulez-vous croire à quelqu'un qui vous promet le bonheur et demain ça ira mieux? Et puis ça, non. Mais non, c'est pas... Non, c'est faux. Les gens, il faut quand même définitivement les prendre pour des gens intelligents. C'est important de considérer que les gens sont intelligents, qu'ils sont capables de comprendre, qu'ils sont capables de réfléchir. C'est pour ça que l'humour, c'est formidable, parce que, évidemment, on demande aux gens de comprendre et de s'en amuser. Parce que je crois que quand on comprend vraiment les choses, on s'en amuse. Eh bien, Raymond Devos, on ne va pas anticiper sur le chapitre suivant. Maintenant, nous allons écouter la troisième séquence qui a été filmée dans votre appartement à Paris et où il est question justement de la fuite de la réalité, de l'évasion. Et nous avons l'occasion à ce propos de parler de la façon dont vous concevez votre métier. Je ne sais pas ce que je serais devenu si je n'avais pas été hanté par l'idée d'amuser les gens. Finalement, c'est une espèce de hantise chez moi. C'est quand même tout le temps, comme j'essaie tout le temps de faire en sorte que les gens échappent à la réalité, car ça se résume à ça. Et moi, la réalité, je la trouve, si je n'avais pas cette espèce de possibilité de rentrer dans le rêve, je la trouve quand même assez insupportable, je ne vous le cache pas. Et je ne sais pas, moi, avant d'exercer ce métier, j'ai très mal accepté la réalité. Je l'ai très mal supporté. Je la trouvais... J'avais du mal à m'y mouvoir. Moi, aller dans la vie, faire des choses, frapper aux portes, entrer en communication avec les gens, m'a toujours semblé des épreuves. Je ne suis pas très fort. Je ne suis pas très solide. Je ne suis pas un homme solide. Moi, j'ai toujours été tiraillé par... J'ai toujours hésité, si vous voulez. Et les gens qui n'hésitent pas me font peur. Vous avez envie de leur demander comment est-ce qu'ils font? Ah, quand quelqu'un me dit alors ça se fait comme ça, vous faites ça comme ça, ou vous allez là et vous faites ça, déjà ça me fait un peu peur. Parce que quelquefois d'ailleurs, j'admire la personne qui est aussi positive. Mais tout de même, je trouve ça un peu inhumain. Je trouve que moi j'aime bien les gens qui tout d'un coup se laissent bercer quand même. Ils se laissent bercer par les contradictions. Moi j'aime bien les gens qui ont un peu le regard vague. Faut point trop non, parce que tout de même n'exagérons pas. Mais quand même, il y a des gens qui ont... On sent que... C'est-à-dire on sent que les sens sont en éveil tout le temps, qui reçoivent des impressions. Il n'y a pas que la tête qui juge froidement. Un œil froid comme ça qui vous juge, c'est toujours très agaçant. Mais quelqu'un qui vous regarde ou qui contemple les choses, moi j'ai toujours trouvé ça bon. C'est les gens qui éprouvent. Comment voulez-vous que les gens qui éprouvent soient extrêmement positifs dans leurs décisions? C'est pas possible. Ils sont bombardés d'impressions. Alors, c'est quand même, ils sont assez vulnérables, ces gens-là, quand même. Quelquefois, il leur arrive des choses. Ça fait mal. Ça fait mal parce qu'ils ne sont pas tout à fait dans la vie. Ils sont dedans, si vous voulez. Ils sont dans les impressions de la vie, mais ils ne sont pas dans le mécanisme de la vie. Et la mécanique, vous savez, hein, elle est là. Elle tue. Ah. Vous venez de parler, Raymond Devos, de ces gens qui sont trop sûrs d'eux dans la vie et qui sont un peu effrayants de ce fait même. Et je crois que là, on touche à un mécanisme même de votre création, puisqu'au moment où vous avez enregistré cette conversation, vous n'avez pas encore écrit un sketch exactement sur ce thème. Ça m'a assez étonné, hein, parce que... D'ailleurs, tout m'étonne dans ce que j'ai dit. Parce que c'est très difficile d'expliquer les choses. Il y a des choses qu'il ne faudrait pas expliquer. Mais ce qui me frappe, là, c'est qu'un peu plus tard... Ça a dû être fait il y a combien, 3 mois, je sais pas. J'ai écrit un sketch qui s'appelle « Regard d'intelligence ». Et où je dis que les gens qui me regardent comme ça avec un regard intelligent me gênent. Un regard intelligent qui me pénètre, ça me dérange. Et que je préfère les regards naïfs.
sont de merveilleux regards. Les regards naïfs sont des regards d'enfants. Et que, alors un jour, nous nous trouvions entre gens du même regard. Pas. Et tout d'un coup, il y a un type qui est entré et qui a braqué son regard intelligent sur nous. C'était comme une agression. Alors nous regardions comme ça, naïvement, nous étions aux anges. Nous nous regardions dans le blanc des yeux. Et tout d'un coup, ce type qui s'immisçait avec son regard intelligent dans notre naïveté. Alors nous l'avons regardé avec des yeux ronds. Ça. Et lui, il s'est senti gêné. Il ne savait plus où poser son regard. Il a compris que sa vue dérangeait tout le monde parce qu'il était intelligent. Alors il est sorti. Alors, resté entre nous, nous nous sommes regardés comme ça. Et je crois bien que dans nos yeux étonnés, il y avait comme une petite lueur d'intelligence. Vous avez parlé de la réalité, du fait que la réalité vous faisait peur, que vous aviez de la peine à la supporter, que vous aviez envie de la fuir. En réalité, est-ce que vous ne regardez pas, au contraire, la réalité tout à fait en face et vous nous la rendez évidente et supportable? Écoutez, oui, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Mais j'allais vous dire autre chose. Quand on rêve, qu'est-ce qui revient? Ce sont des impressions de la réalité. C'est parce qu'il y a la réalité qu'il y a le rêve. C'est parce que la réalité est puissante qu'on la ressent et qu'on la traduit qu'il y a le pouvoir de l'imagination, par exemple. La réalité du rêve. Bon, s'il n'y avait pas de réalité, il n'y aurait rien. Parce que tout passe par la réalité. Mais je trouve que cette réalité, elle est quand même... Écoutez, dès qu'on regarde ce que c'est que la Terre, c'est une boule qui est fermée, qui tourne. Bon, enfin, on va pas faire une leçon de géographie, mais je veux dire, là, c'est tout, on est enfermé. Et encore, on est arrivé à faire un saut sur une autre planète, sur la Lune. Ce qui est déjà quelque chose de considérable. Mais la Terre, on fait très vite le tour de la Terre maintenant. 3 fois le tour de la Terre, très vite. On est enfermé. Alors on est déjà enfermé sur le globe, on le sait. On est enfermé en soi-même. Moi, je suis dans ma peau à moi de Vos, et chacun est dans sa peau, vous êtes dans la vôtre. Et puis, on ne changera jamais de peau. C'est fini. On a un destin. Moi, je crois que c'est comme ça, mais enfin... Mais par votre métier, vous essayez d'en sortir. Vous êtes mime, vous êtes clown, vous êtes musicien. Vous adorez d'ailleurs les mimes et vous aimez ce monde imaginaire qu'ils savent faire surgir. Oui, mais... Moi, je vais vous dire, ce qui me hante, c'est la conscience. Enfin, moi, j'ai ma conscience qui est une conscience d'homme, mais j'ai un peu l'impression qu'elle doit se rejoindre avec la conscience du monde, c'est-à-dire la conscience universelle. On doit être très proches, au fond, les uns des autres, bien qu'enfermés dans sa personnalité. C'est pour ça que les rapports sont difficiles, en même temps, quand ils se font, ils sont merveilleux. C'est l'amour. L'amour, c'est quand même se fondre en quelqu'un d'autre. Ce sont des actions fabuleuses qui nous sont données. Et alors, il y a donc ça. Pour s'évader de soi-même, la première des choses, c'est aimer. C'est aimer quelqu'un d'autre. Et puis, il y a le rêve. Ce que je disais, c'est tout d'un coup rentrer dans cette espèce de monde, d'un autre monde d'images et de vibrations. Et il y a le rire, qui est une espèce de défoulement extraordinaire, mystérieux, qu'on explique très mal, qui fait que tout d'un coup, on rit d'une chose. À ce propos, vous savez, je vais vous faire une confidence, je ne sais pas si je ne l'ai pas déjà dit, mais c'est assez fabuleux. Enfin, c'est pour toujours revenir quand même à des choses moins sérieuses. C'est que, vous savez pourquoi on rit avec le visage? C'est parce que les zygomatiques sont les muscles les plus vulnérables, c'est-à-dire les plus fragiles. Alors, comme le rire, c'est une décharge d'énergie rapide qui se libère comme ça, alors elle se libère en faisant vibrer les muscles. Comme les muscles du visage sont les plus fragiles, on rit en faisant ça. Mais supposez que, par exemple, les muscles du fessier soient encore plus vulnérables, on rirait comme ça. Ce serait fabuleux. Alors quand même, la nature est bien faite, comme on dit. Il vaut mieux quand même que de rire comme ça que de rire comme ça. Quoique Buster Keaton, il rit comme ça. On le verra tout à l'heure. Mais je voudrais revenir au monde imaginaire, au monde des mimes, parce qu'il y a une idée extraordinaire dans votre spectacle. C'est, au fond, la réalité de l'imaginaire, c'est-à-dire de se
de ce mime qui crée des objets et qui l'oublie. Ah oui, c'est les l'évocation. Oui. Par exemple, je le dis dans mon tour, évidemment. Oui, je vois très bien que vous êtes en train de vouloir que je fasse mon tour. Enfin, c'est autre chose. Mais c'est par exemple la force de l'évocation, le pouvoir de l'évocation. Évoquer des choses. Moi, je trouve d'ailleurs que c'est ça, le spectacle de demain, c'est un spectacle d'évocation. Faut pas tout montrer. Il faut évoquer des choses et les gens mettent des images après sur vos évocations. Bon, enfin. Alors, dans mon tour, je dis, par exemple, pour montrer le pouvoir d'évocation des choses, c'est que avant, je faisais du mime. J'ai complètement arrêté parce qu'avant, je mimais le monsieur qui fume une cigarette comme ça, en public. Alors là, je prenais une cigarette, je mimais ma cigarette, comme ça, et ça plaisait. Alors les gens m'en demandaient une autre. Alors j'en mimais une autre. Puis j'arrivais à mimer 5 ou 6 cigarettes dans la soirée avec les rappels. Et puis un soir, le directeur me dit, ce soir, mettez le paquet, il y a des fumeurs dans la salle. Alors j'ai mimé tout le paquet comme ça. Alors ça a plu, un trio. Alors le lendemain, j'ai remimé le paquet. Et puis j'arrivais à mimer mon paquet tous les jours. Je pouvais plus m'en passer. Alors, quand j'ai commencé à mimer la toux, j'ai dit, je vais arrêter, je vais pas me mimer la santé, quoi. Raymond DeVos, nous allons passer maintenant au deuxième chapitre de cette émission, qui est consacré à Eugène Ionesco. Vous connaissez bien le théâtre d'Eugène Ionesco, d'ailleurs vous avez été acteur au début. Oui, oui. Est-ce qu'il y a... Je le connais, je l'ai jamais joué. Alors, je pense pas que quand... il vaut mieux jouer Ionesco. Je crois que les gens qui jouent Ionesco le connaissent mieux que moi. Mais enfin, c'est autre chose. Parfois on dit que vous, dans votre métier, vous maniez l'absurde. Ionesco est considéré comme un auteur dramatique de l'absurde. Est-ce qu'il y a des rapports que vous voyez entre son univers et le vôtre? Oh, c'est évident, c'est évident ça, parce que chez Ionesco, déjà, c'est le quotidien. Il y a une espèce de poésie du quotidien chez Ionesco. Des phrases que l'on répète comme ça. Moi, je suis très touché par ces phrases-là. Bon, alors tu vas aller faire les courses? Oui. Oui. Bon, dis donc, si tu passes devant le marchand de tabac, achète-moi donc un paquet. Oui. Des phrases banales, d'une banalité, et qui se redisent, Alors, c'est tout le train-train de la vie, c'est toute la mode. Et ça devient une espèce de poésie par sa répétition. Parce que c'est redire les choses. Pas comme ça, tu vas bien, ça. Ben, écoutez-nous, bonjour, ça va? Tu vas bien, ça va? Et toi, ça va? C'est tout. C'est d'une banalité. Et chez Ionesco, ça devient extraordinaire parce que c'est un poète, oui. Parce que c'est un grand artiste et qui traite ça d'une façon. C'est dans le rythme de la vie, c'est le quotidien. Vous savez, c'est très important. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on parle d'insolite. Ben l'insolite, c'est le quotidien. Ici, l'insolite, c'est le mystère du quotidien. C'est pas l'apparition. C'est pas une chose transcendantale, c'est pas tout d'un coup, j'ai vu quelqu'un apparaître. C'est pas ça, là, ça, c'est le mystère. C'est le miracle. Ah, ça, c'est tout. Tandis que l'insolite, c'est des troubles. C'est sentir la présence de quelqu'un ou sentir que quelque chose se dérègle dans la vie quotidienne. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de grands événements, et il y a un tas de petites choses qui se dérèglent. C'est ça, l'insolite.